Je trouve que c'est très difficile de discuter, de commenter des interventions qui sont aussi riches et qui, d'une certaine façon, se suffisent à elles-mêmes. Alors, on a là des exposés qui sont faits dans le cadre d'une recherche clinique, hein, 3 exposés cliniques dans le cadre d'une recherche, et puis le compte-rendu d'une recherche-action. Alors, je vais peut-être commencer par ton exposé, puisque tu es le seul à avoir fait un travail qui est plus la présentation d'un dispositif qui a permis cette recherche. Alors, je dois dire que pour moi, c'est aussi un petit peu difficile de passer de la recherche à la prise en charge thérapeutique. Je trouve qu'on est dans des registres qui sont quand même un petit peu différents et pour moi, les dispositifs de recherche, la question que ça me pose, c'est est-ce que ça ne vient pas empêcher quelque chose qui serait de l'ordre d'une écoute dans le transfert. Bon. Alors, en ce qui concerne donc Pontourny, alors moi je suis très contente de t'avoir entendu aujourd'hui parce que la seule chose que j'en connaissais, c'était au travers des médias. Alors, autant dire que j'en connaissais pas grand-chose. Là, j'en connais un petit peu plus, mais j'aimerais en savoir encore plus. Et en tout cas, bon, ce que je retiens de ce que tu dis là, et ce qui m'intéresse le plus, c'était cette idée de savoir comment on pouvait renoncer à des convictions. Alors, est-ce qu'on peut d'emblée poser comme but que l'autre va renoncer à ses convictions? Alors, je sais que vous n'êtes pas comportementaliste, moi non plus, et on sait qu'un processus de changement ne se programme pas, en tout cas. Alors, bon, ça me faisait penser à ce que disait Lacan de la guérison. Il disait que la guérison venait de surcroît. Et je me demande si perdre ses convictions, enfin ce qu'on a appelé à l'époque déradicaliser, est-ce que ce n'est pas aussi ce qui peut advenir de surcroît? C'est-à-dire que c'est peut-être pas ce qui est à viser en direct. Et c'est peut-être l'inattendu d'une parole au travers d'un transfert, au travers d'une rencontre qui va aider ces jeunes qui sont engouffrés dans la radicalisation à interroger eux-mêmes des certitudes qui étaient en fait des bouche-trous à leur angoisse. Bon, maintenant, en ce qui concerne les 3 exposés cliniques qui ont présenté des vignettes très intéressantes, bon, je vais essayer. C'est difficile parce que bon, je ne voudrais pas trahir ce qui a été dit, je ne voudrais pas non plus répéter, donc je vais essayer d'en tirer quelques fils comme ça, qui sont des fils transversaux que moi-même j'ai rencontrés dans ma pratique à la PJJ, et puis que j'ai effectivement essayé d'élaborer après dans ce livre dont tu as parlé. C'est-à-dire que ce livre, il est intervenu dans un après-coup d'un travail clinique, mais que je n'ai pas du tout fait dans le sens d'une recherche. Mais ce livre, finalement, a aussi une valeur de recherche. Mais en tout cas, ce n'était pas du tout dans le même dispositif. Donc, vous nous avez parlé de jeunes, tous des jeunes radicalisés qui étaient soit majeurs, soit mineurs, des garçons, des filles, et qui étaient incarcérés ou suivis par la PJJ. Alors, avec une qualification qui m'interroge, c'était « association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste » ou alors « en vue de préparer des actes terroristes ». En vue. Bon. Alors, qu'est-ce que c'est que cette qualification qui les réunit ?
c'est-à-dire qu'on utilise les mêmes signifiants pour qualifier des actes qui sont très divers. Hein. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre celui qui est accro à des sites djihadistes, comme il peut être accro à des sites porno, hein, des sites qui sollicitent les fantasmes, qui vont dans le sens des fantasmes, et puis qui excitent des pulsions sadomaso. Hein. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre ces jeunes-là qui sont seuls devant leur écran ou qui chattent, et puis ceux qui sont dans un idéal humanitaire et qui veulent fonder un pays de cocagne. Et puis ceux qui revendiquent un acte terroriste. Alors, dans cette qualification, on ne fait pas la différence entre ce qui est de l'ordre du discours, entre ce qui est de l'ordre de l'acte et ce qui est de l'ordre de l'imaginaire et du réel. Et alors, je me disais aussi qu'à partir d'une telle qualification, eh bien, quelle représentation le public peut-il se faire de ces jeunes qui ont eu des histoires chaotiques, traumatiques, déchirantes, et qui se retrouvent identifiés, stigmatisés par un discours sécuritaire. Et puis, dans la même perspective, comment ces jeunes eux-mêmes ils peuvent se représenter à partir de cette désignation. Qu'est-ce qu'ils vont en faire quand ils vont sortir de prison, hein? Qu'est-ce qu'ils vont en faire si rien entre-temps ne leur permet de déconstruire leur certitude pour se construire sur d'autres bases? Voilà, donc ça c'est une vraie question, hein, une vraie question actuelle, hein, parce que ces jeunes en prison sont toujours livrés à eux-mêmes. Il n'y a pratiquement pas de psychologue en prison. Pardon ? Et puis c'est stigmatisé. Oui, voilà, c'est obligatoire. Bon. Alors il y a quelques recherches comme ça qui permettent à ces jeunes de parler, et c'est une chance. Alors, je vais donc essayer de reprendre comme ça des fils que j'ai entendus au travers de vos présentations. Alors, bon, il y a la question du féminin, de la haine, de l'idéal, de la mélancolie, du vide, du narcissisme, de la jouissance. Alors, vous avez rencontré, dans le cadre de ces recherches, des jeunes après que la justice ait mis un terme à leur fuite en avant. Alors, ce sont des jeunes qui se sont laissés happer par le miroir aux alouettes, hein, le miroir qui leur promet la lune et puis le paradis surtout. Hein. Et puis, bon, ils ont trouvé une solution miracle, hein, qui apaise un petit peu leur mal-être, qui apaise ou qui touche, qui bouche leur mal-être. Hein. Alors, c'est une offre qui les a aidés à se tenir debout. Hein. Alors, ils étaient en errance, hein, ils étaient sans horizon, sans passé, sans projet, sans référence, sans boussole. Et puis ils étaient aussi sans place, hein, sans place. Et puis là, d'un seul coup, ils trouvent une place qui est rassurante, hein, une place qui est fixe, qui est déterminée. Ils étaient exclus, et puis d'un seul coup, ils deviendront élus. Ils ne sont plus exclus, ils sont élus. Alors, c'est un peu un équivalent de les derniers seront les premiers. Hein. Plus qu'une minute. Bon, ben, je vais m'arrêter. Alors, bon, mais pour eux, pour ceux qui sont liés au djihadisme, eh bien, ça, c'est à satisfaire dans l'immédiateté. Hein, il ne faut pas différer. Alors, non seulement leur vie prendra sens, mais elle prendra une dimension sacrée. Hein. Leur vie ne vaudra que par la mort qui l'éclaire. Hein. Mourir en bon musulman, mourir en martyr. Voilà. Ils ont trouvé une solution à leur douleur d'exister en se raccrochant à un monde de rêve, hein, jusqu'à ce que la justice les épingle et puis qualifie leurs rêves en cauchemar. Alors, bon,
vous intervenez dans le cadre de vos recherches dans la justice à partir d'un ébranlement psychique, hein, d'un rêve brisé. Et c'est l'effondrement de leurs illusions. Et c'est à la faveur de cette brèche qu'une parole singulière peut advenir. Et voilà, je peux m'arrêter là, si vous voulez. Voilà.